19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 16 août 2023. En cette saison de pluie, les eaux de pluie se stagnent un peu partout et cela provoque une prolifération des moustiques et cela a pour conséquence un pic du paludisme. Comment prévenir et traiter cette maladie? Reportage de Asma Oseidou et Nasser Seydou. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, qui ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire. Parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes. Il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès. Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésunine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre du moustique infecté, tout en gardant sain votre environnement. Justement, en cette saison, nous constatons une abondance de maïs dans la capitale, frais, cuit en vapeur ou grillé. Cette denrée est accessible pour la population en ce moment. C'est un reportage signé Sarah Moum Suleiman et Abdel Nasser Seydou. Le maïs, communément appelé en langue locale kolpoti ou masara, est une plante tropicale qui constitue l'alimentation d'Amérique centrale, d'où la plante est originaire. Aujourd'hui, le maïs est devenu la première céréale cultivée dans le monde devant le riz et le blé. Il présente un apport énergétique et des qualités nutritionnelles importantes. Le grain de maïs est composé d'amidon, de protéines, de matières grasses, de minéraux et de vitamines. Il est également importé de la sous-région. Ça vient de Vergaya. Les sacs, ça ne dépasse pas 25 000, 20 000. Comme il y a
beaucoup de sacs comme cela. On les vend de 3 500, 4 500, 5 500. Pendant ces vacances, force est de constater que nombreuses sont les jeunes filles qui s'adonnent à la commercialisation du maïs grillé dans la ville de Niamey. Je me procure ce maïs au marché Katako. Le takou 500 francs. Nous le revendons à 200 francs, 250 francs l'unité. Bon, je viens souvent aider ma mère comme nous sommes en vacances. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu. Dieu merci. Alhamdulillah, c'est bien bon. Ces maïs grillés sont très prisés par la clientèle. Je suis venu acheter du maïs grillé. L'unité coûte 200 voire 250. Parfois le prix est abordable car ça ne relève pas des revendeuses puisqu'elles-mêmes l'achètent un peu cher au marché. Notons enfin que le maïs n'est pas seulement cuit avec vapeur ou grillé, il est également transformé en farine pour servir à l'alimentation des familles. Du sport dans cette édition, les clubs nigériens engagés dans les compétitions interclubs, à savoir l'ASGNN et l'AS Douane, joueront leur match aller sur un terrain neutre. Cette décision ressort des échanges entre la CAF et la FENIFOOT. Motif, la fermeture de l'espace aérien par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ibrahim Tikire, Sadodoumi. Prévu pour se disputer ce week-end à Niamey, les matchs allés de l'AS Garde nationale et de l'AS Douane ont été délocalisés par la Confédération africaine de football, CAF. Dans les échanges qui ont eu lieu entre la FENIFOOT, la CAF a justifié les raisons d'une telle décision intervenue suite à la fermeture de l'espace aérien par la junte au pouvoir de notre pays. Le tirage au sort a offert l'AS Douane de Ouagadougou à l'AS Garde nationale du Niger en ce qui concerne la Ligue champion africaine. Et quant à l'AS Douane du Niger, elle sera opposée au Kalon FC du Freetown de Sierra Leone. Les matchs allaient devaient se jouer les 19 et 20 août 2023 à Niamey et les matchs de retour une semaine plus tard. Mais comme vous le savez, la situation actuelle au Niger a amené la Confédération africaine de football à demander à la FENIFOOT de délocaliser les deux matchs de l'AS Garde et de l'AS Douane à l'extérieur du pays, puisque le ciel du Niger, puisque l'aéroport international de Hamani de Niamey est fermé à toute activité des aéronefs. Ça veut dire que, évidemment, les équipes adverses étrangères ne peuvent pas atterrir à Niamey, les officiels également, notamment les arbitres et les commissaires au match. Donc la CAF a demandé à la FENIFOOT de délocaliser les matchs de l'AS Douane et de l'AS Garde à l'extérieur du Niger. Alors, ce mail étant intervenu quand même tard, nous avons demandé une faveur à la CAF pour lui demander une semaine supplémentaire, c'est-à-dire de reporter les matchs de l'AS Garde et de l'AS Douane, afin de voir dans quelle mesure nous pourrions obtenir des fédérations sœurs la réception et l'accueil de nos matchs chez elles. C'est ainsi que nous avons contacté les fédérations de Côte d'Ivoire et de la Guinée pour que l'AS Garde et l'AS Douane puissent jouer. Nous sommes actuellement à ce niveau. Nous avons envoyé un mail officiel à la CAF qui a compris notre problème, puisqu'elle-même, elle était consciente de la situation au point de délocaliser nos matchs. Alors, elle nous a accordé une semaine supplémentaire. Ainsi donc, au lieu que les matchs se déroulent ces 19 et 20 août, eh bien, ils vont se jouer finalement donc, dans une semaine, c'est-à-dire hors du Niger, entre le 25 et le 27 août 2023. Ça, c'est pour le match aller et pour le match retour entre le 1er et le 3 septembre. Les équipes de l'AS Garde nationale et de l'AS Douane joueront leur match aller sur un terrain neutre. Un scénario qui n'avantage pas nos deux représentants engagés en Champions League et en Coupe de la Confédération. Quand vous êtes sévré du soutien de votre public et de cette force de jouer à domicile, vous ne pouvez pas espérer vraiment renverser des montagnes. Et malheureusement, c'est la même chose pour nos clubs.
ils ne vont pas pouvoir jouer chez eux. Là, pas parce que le stade n'est pas homologué, mais parce que le stade, il est approuvé provisoirement en ce qui concerne les préliminaires, en ce qui concerne les clubs. Ça, il faut apporter de la précision. Mais c'est parce que la situation qui prévaut actuellement au Niger a amené la CAF à délocaliser nos matchs à l'extérieur. Et évidemment, c'est un soutien en moins, et pour l'AS Garde et pour l'AS Douanes, qui ont eu des tirages, j'allais dire, vraiment favorables, qui avaient largement les moyens de battre leurs adversaires, qu'il s'agisse de l'AS Douanes du Burkina ou bien du FC Calon de Sierra Leone. Nous pensons que ce ne sont pas des calibres qui ne sont pas à la portée de nos représentants. Initialement prévu pour se disputer ce week-end à Niamey, les matchs allés AS Garde nationale, AS Douanes du Burkina Faso, AS Douanes du Niger, FC Calon de la Sierra Leone vont se jouer dans le week-end du 25 au 27 août prochain sur un terrain neutre. Nous en venons à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique, un numéro qui traite de la répression des crimes de guerre. C'est avec Maître Alfred Gobagé, juriste, président Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors, le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre, il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflit armé, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là,
la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez par exemple des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre aux personnes qui ne participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui, avant participaient, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens, tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau, et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui interdise et qui réprime les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser
perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile, le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIHDH, qui est cette organisation que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire. Nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre.